Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Le 8 juillet dernier, le petit Émile échappe à la vigilance de ses grands-parents et disparaît dans le hameau du Haut-Vernay. Et le soir même, les recherches pour retrouver le petit garçon de 2 ans et demi débutent. Alors les forces de l'ordre ne sont pas les seules à se mobiliser. De nombreux habitants des alentours de la commune, des randonneurs, des amis de la famille s'engagent lors de battues interminables. Et pourtant, aucune trace du petit garçon. Différentes pistes sont toujours étudiées. L'enlèvement, l'accident, puis la dissimulation du corps, l'égarement en montagne, la rencontre avec des animaux sauvages et même des expériences mystiques. Alors très rapidement, l'opinion publique se mêle de l'affaire. D'abord ému par la photo d'une petite tête blonde, un pissenlit à l'oreille, certains ne manquent pas de creuser l'historique familial et dès lors on pointe du doigt tour à tour la foi catholique de la famille, le passé politique du grand-père, des parents, l'engagement militant des parents, le modèle d'éducation du petit Émile. Tout est exploité alors pour diaboliser l'ensemble de la famille. Alors se basant sur cela et oubliant toute décence, certains vont jusqu'à se réjouir de cette terrible disparition ou encore suspecter les parents d'en être les auteurs. Alors, 5 mois après le drame, Valeurs Actuelles a sorti jeudi dernier un dossier spécial sur l'affaire afin de faire le point sur l'avancement de l'enquête, mais aussi pour rétablir enfin la vérité sur une famille malmenée par la presse et l'opinion publique. Et pour en discuter avec nous ce matin, nous sommes avec l'un des co-signataires de ce dossier. Nous sommes avec Nicolas Boutin. Bonjour Nicolas Boutin. Bonjour à tous les auditeurs. Donc Merci pour votre invitation. Et merci à vous d'être avec nous ce matin. Donc vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles et je voulais revenir sur les événements et faire un point sur l'enquête. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce que l'on sait aujourd'hui de cette disparition et où en est l'enquête de cette disparition donc du petit Émile 5 mois après, donc le juillet dernier? Alors, ce que l'on sait de la disparition aujourd'hui, nous, on a été en mesure de présenter, de détailler les dernières minutes où l'on voit Émile, c'est-à-dire que il part avec son grand-père et 4 de ses oncles qui ont autour de 10 ans, entre 8 et 12, 13 ans, c'est vraiment même la petite Émile est très jeune. Ils partent dans un champ pour réparer l'enclos des chevaux. Il manque 2 outils dans la voiture. Le grand-père s'en rend compte et demande donc à ses 4 enfants d'aller chercher ces 2 outils dans la cabane derrière la maison, à plusieurs centaines de mètres de la voiture. Émile, lui, reste auprès de la voiture, auprès de son grand-père. Et Émile s'élance donc sur ce chemin qui descend de sa maison jusqu'à un petit lavoir, là où il y a des lapins, là où il a l'habitude d'aller jouer devant l'église du hameau. Et c'est ainsi qu'on perd sa trace après que 2 témoins l'aient vu donc descendre ce chemin. Aujourd'hui, sur l'enquête, surtout, pour revenir là-dessus, quand ils s'aperçoivent donc que Émile a disparu, il y a quoi? Il y a un quart d'heure, il y a 20 minutes à peine, c'est ça aussi. C'est que c'est très très court, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte qu'il n'est plus là, ils commencent à le chercher, ça fait seulement 15 minutes, 10 minutes qu'ils ne l'ont pas vu. Exactement. Et ils commencent à le chercher. Tout de suite, les gens du village sortent de leur maison aussi pour chercher les gens du bas village, parce que le Vernay, du coup, lui, il disparaît dans le hameau du Haut Vernay. Les gens du bas Vernay montent très rapidement également pour aller chercher ce petit. Et c'est comme ça qu'on arrive avec plus de 800 personnes, plus les gendarmes qui arrivent très rapidement là aussi. 1 heure après, ils sont appelés. Les gendarmes, les enquêteurs de Marseille arrivent dès la soirée. Tout va très vite et l'enquête commence immédiatement. Tout de suite, on comprend que cette disparition est très inquiétante au sein de ce village. Et alors, depuis, donc l'enquête, elle a été changée d'intitulé, si je puis dire, a été requalifiée de disparition mystérieuse, enfin inquiétante. On est passé aujourd'hui à enlèvement de mineurs de moins de 15 ans et séquestration, ce qui permet d'avoir plus d'outils pour les enquêteurs. On a donc l'enquête qui est menée par la section de recherche de Marseille, par les gendarmes. Et aujourd'hui, finalement, en fait, c'est une enquête minutieuse où on va surtout vérifier toutes les pistes, ce qui explique le moment où on a fouillé cette fameuse dalle de béton il y a plus d'1 mois
cet étang en bas du village également, et des perquisitions il y a 15 Mmh. jours chez ce jeune agriculteur. C'est une longue enquête, vraiment minutieuse. Elle patine pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire ou voire même entendre Mmh. parfois dans la presse. Mais il y a 1600 bornages téléphones qui bornent sur la même borne que le Haut-Vernay Mmh. qu'il faut analyser, qu'il faut croiser avec la géolocalisation, avec les fichiers avec les antécédents judiciaires et également avec les auditions. Donc une enquête vraiment très longue, surtout qu'on sait qu'on part quand même avec une disparition sans aucun indice et aucun élément de l'aveu même du procureur de Digne-les-Bains qui était en charge de l'enquête dès les premières heures. Mmh. Donc voilà, il y a des portes qui s'ouvrent, qui s'entrebâillent à charge aux enquêteurs de vérifier chaque piste et de refermer partiellement, parce qu'on ne ferme finalement jamais une porte définitivement dans ce genre d'enquête, Mmh. parce que comme nous dit Jacques Dallest, hein, qui est un des procureurs aujourd'hui à la retraite, mais qui a notamment travaillé sur l'affaire Maëlys avec Mmh. Tandal Lelandais, il est important de se méfier en fait finalement de ces certitudes Mmh. ou de ces intuitions. Il faut absolument n'écarter aucune piste Oui. Et il y et dans il y ce a genre d'enquête. et il y a beaucoup de pistes, hein, on va y revenir, mais alors vous avez dit, notamment aujourd'hui, l'information judiciaire a requalifié cette affaire d'enlèvement et séquestration. Mais le problème, c'est que vous avez rencontré donc le général François Daoust et finalement, pourquoi cette enquête a été requalifiée d'enlèvement et séquestration seulement le 21 août, soit plus d'un mois et demi après la disparition d'Émile. Est-ce qu'il y a eu un problème aussi au niveau judiciaire, au niveau de l'enquête? Pourquoi on a eu dû attendre autant de temps pour avoir autant de moyens pour retrouver ce petit Émile de 2 ans? Bah, alors en fait, il faut savoir que la requalification de cette enquête ne change pas énormément Mhm. de choses sur l'enquête en elle-même, c'est-à-dire sur le travail des enquêteurs. C'est-à-dire qu'en fait, la requalification donc en enlèvement de mineurs et séquestration permet surtout, par exemple, de faire des écoutes téléphoniques. Mhm. Et c'est ce qui a finalement été fait donc à partir du 21 août, hein, si je me Oui, trompe c'est pas. ça, 21 août. Euh, mais en soi, voilà, c'était pour avoir ces outils supplémentaires, mais qui finalement n'a pas. L'enquête a démarré vraiment de manière très réactive, ça, il faut le souligner quand même. Mhm. Le soir même de la disparition, les premiers enquêteurs de la police judiciaire et de la section de recherche de Marseille étaient déjà au Vernet, et les premières auditions ont commencé le soir même pour les témoins, pour la scène figée, et de la famille du petit Émile dès le lendemain matin. Euh, donc voilà, c'est allé très vite, hein, Mhm. Mhm. malgré tout. Et on peut pas parler on peut pas. C'est pas une enquête qui a été qui a traîné en longueur Mhm. au Mhm. début. Alors, vous avez parlé des pistes. Alors, on a parlé de l'enlèvement, de la piste de l'enlèvement. On a parlé de l'accident aussi, puis la dissimulation du corps. On a parlé aussi de l'égarement en montagne, parce que Émile s'est perdu donc dans le Haut-Vernay. La rencontre avec des animaux sauvages. Il y a eu même des personnes qui ont parlé d'expériences mystiques. Alors, est-ce qu'il y en a une qui semble malgré tout la plus possible dans toutes ces pistes? Et alors, pourquoi justement les enquêteurs n'excluent aucune piste dans cette affaire de cette disparition de ce petit Émile? Bah, parce que justement, il est vraiment prématuré vraiment de valider une piste plutôt qu'une autre. Par contre, dans notre enquête, on arrive quand même à établir à rétablir déjà quelques imprécisions qui ont pu être dit sur ce hameau, notamment sur la configuration des lieux. On peut également arriver à écarter, voire même à abandonner complètement certaines pistes. Par exemple, Mmh. la piste de l'animal sauvage est exclu Mmh. paraît vraiment Très peu plausible, ouais. impossible. Mmh. Voilà. Pour les enquêteurs, notamment parce qu'un aigle ne peut pas soulever un enfant de ce poids, parce que un autre animal sauvage, comme un loup par exemple, laisserait forcément des traces. Mmh. Donc là-dessus, ça a été mis de côté. Toutefois, voilà, après toutes les autres pistes, que ce soit une mauvaise rencontre, que Mmh. ça soit effectivement un accident, tout ça va se délier au fur et à mesure. On a dit par exemple que ce hameau était un cul-de-sac. Mmh. Nous, on arrive étant allé sur place,
on a vu qu'il y a bien deux chemins pour pouvoir s'extraire et rejoindre une autre route, l'un moins praticable que l'autre, mais qui reste tout à fait dans lequel on peut conduire malgré tout. On arrive quand même à voir qu'il est quand même difficile de préméditer un tel acte, puisque c'est un hameau où tout le monde se connaît, où tout le monde vit dehors. Tout le monde repère un étranger, si je puis dire, dans ce hameau. On arrive aussi à voir que plus le temps passe, finalement, plus la piste familiale s'éloigne, puisque on sait que dans ce genre de disparition, dans 80% des cas, la réponse se situe parmi les proches ou la famille. Il y a pour nous beaucoup trop de monde dans cette maison, notamment. Beaucoup trop d'enfants dans cette maison pour que ils puissent être que secrètement ils fassent du mal à leur propre petit-fils. Puis surtout, on le rappelle, ça s'est fait très très vite, c'est-à-dire que c'est encore en 10 minutes, en 15 minutes, tout a basculé en cet espace-là. Il y a aussi l'égarement en montagne qui est une piste qui a aussi été exclue, parce qu'on rappelle que le petit Émile a 2 ans et demi, c'est compliqué pour lui de faire plus certains kilomètres, donc ça aussi c'est exclu, et en même temps, on explique que l'automne arrivant, on pourrait aussi, il y a moins de végétation et on pourrait peut-être retrouver un corps à ce moment-là. Oui, alors exclu, c'est peut-être pas forcément le mot, mais effectivement l'accident en montagne. Disons que tous les coins ont été fouillés. On raconte dans les recherches justement comment notamment des jeunes du village qui connaissent très bien les lieux sont allés dans les moindres recoins. Il y a l'hélicoptère qui est venu avec une caméra thermique. Il y a eu énormément de moyens qui ont été mobilisés dès les premiers instants, mais rien ne peut comment dire, exclure non plus qu'il soit tombé dans une crevasse, qu'il soit dissimulé par la végétation, qui ait pu refroidir le corps, en tout cas l'image de la caméra thermique par exemple. Et effectivement, l'hiver va forcément amener un changement dans la végétation. Il y a la neige qui va arriver, qui va nettoyer la scène, et peut-être c'est l'une des pistes des enquêteurs. Peut-être que nous retrouverons des restes d'ici le printemps dans cet espace autour du Haut-Vernay. Alors, il y avait une piste, notamment, certains soupçonnaient une vengeance entre voisins. Alors, vous vous rappelez dans ce dossier de Valeurs Actuelles, Nicolas Boutin, qu'il y a la maison de l'arrière-grand-père d'Émile qui avait été incendiée quelques mois plus tôt. Un homme aussi avait été retrouvé mort, le visage tuméfié. Alors, il y a plusieurs pistes comme ça qui, évidemment, interrogent sur et certains font un lien donc entre la disparition de ce petit Émile et ses affaires. Oui, effectivement, en fait, dès qu'on a une disparition mystérieuse qui en plus entraîne autant d'émotions chez les Français, on est toujours, on va dire, à la recherche de ce genre de petites histoires. Alors, il faut savoir que ça a été qu'on parle là d'un autre hameau dans lequel l'arrière-grand-père donc d'Émile a une maison. Le hameau s'appelle le Boulard. On est à peu près une dizaine de kilomètres du Haut-Vernay. C'est pas la maison de l'arrière-grand-père finalement qui a été incendiée, contrairement à ce que d'autres auraient pu sous-entendre. Ça a été 2 autres maisons, et la maison de l'arrière-grand-père a été été voisine. Donc les flammes sont venues lécher sa maison, mais n'a pas été particulièrement visée. Sur la mort mystérieuse également, l'enquête a été classée sans suite par les forces de l'ordre à l'époque. On a plusieurs témoignages qui évoquent une mort violente, du moins que le défunt se serait pris en photo avec le visage tuméfié avant sa mort. Alors, est-ce que c'est lié directement ou indirectement? Tout ça a été remis aujourd'hui dans les mains des enquêteurs qui vérifient encore une fois la piste, parce qu'il faut en écarter aucune. Mais on pourrait peut-être s'apparenter à un malheureux hasard de la question, surtout que ce hameau finalement est un hameau, on va dire, communautaire, où ce sont des amis qui ont en 1968 racheté ce vieux hameau, qui l'ont restauré, et voilà, donc ça entraîne toujours ce petit côté de vengeance, d'amitié disparue. Aujourd'hui encore, la famille a toujours ces maisons. Ils ont racheté encore la chapelle il y a quelques années avec d'autres propriétaires de ce hameau.
Donc, il y a une bonne entente dans le hameau, mais vous parlez justement de la famille, et puis je voulais vous parler du traitement médiatique de la famille qui a été terrible, parce que donc, notamment de la sensibilité politique de la famille, le passé militant des parents, alors parce que, donc évidemment, tout le monde s'est ému de ce petit Émile qui a disparu, et pourtant, rapidement, l'opinion publique est devenue mitigée. Justement, on a parlé des grands-parents, des parents qui avaient une éducation voilà, plutôt stricte, plutôt vieille France, plutôt à l'ancienne, catholique, plutôt patriote. Et justement, c'est aussi ça a été pointé du doigt et ça a été très mal pris par les parents du petit Émile. Oui, bien sûr, mais comme le dit le recteur de Notre-Dame de Los, là où se sont réfugiés la famille d'Émile quelques heures pour aller prier dans la chapelle des Anges. Le père Michel Desplanches, lui, il dit voilà, en fait, finalement, dès lors qu'on est de droite ou catholique, vous devenez suspect parce que finalement, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est plus vraiment compris. On a affaire à une famille traditionnelle qui, effectivement, une famille mélomane où la musique a plus de place que la télévision, que l'école se fait à la maison jusqu'au collège. Hein, à partir du collège, pardon, les enfants sont scolarisés. Excusez-moi. On a parlé d'une famille sectaire, renfermée, colérique. Alors, c'est une famille qui donnait des spectacles dans les églises du Vernet, spectacles de chant. C'est dans le hameau du Haut-Vernay, là où ils vivent. Tout le monde vit dehors, on fait de la pétanque, il y a l'apéro sur la route, il y a des pizzas qui sont cuites, des barbecues. Nous, des habitants, des témoins qui les connaissent, on nous parle d'une famille polie, on nous parle d'une famille chaleureuse qui, certes, a son caractère, notamment le grand-père défend ses intérêts et mène sa famille d'une main de maître, si je puis dire. En tout cas, quand on a 10 enfants, on a forcément parfois Sinon, on est vite dépassé, à élever ouais. la voix d'une manière ou d'une autre. Mais on a même rencontré quelqu'un qui a eu un différend avec le grand-père. Et qui a du caractère elle-même, hein, cette jeune femme, et qui finalement nous dit, mais il est toujours resté courtois, pas un mot plus haut que l'autre. Il a certes défendu avec beaucoup d'aplomb sa position, mais jamais il n'a été ne serait-ce qu'une once de violence ou d'insulte de sa part, ce qui montre un petit peu voilà, c'est une famille avec des convictions politiques et religieuses droites, affirmées, mais qui sont malgré tout déjà dans enfin qui ne sont pas en rupture finalement, peut-être en rupture avec le monde moderne, mais pas en rupture avec Rome. Ce ne sont pas des intégristes comme on a pu l'entendre, ce ne sont pas non plus des fascistes néo-nazis. Oui, c'est vrai que évidemment, dans ces cas-là, tout le monde est donc tout le monde est mis dans le même sac et par raccourci, en tout cas par raccourci médiatique, nous en sommes aussi les victimes de temps en temps. Ils ont été donc classés de famille catholique intégriste d'extrême droite, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et puis voilà, on rappelle aussi dans cette histoire, nous n'avions pas à savoir aussi les différentes sensibilités de la famille. Merci Nicolas Boutin. Je rappelle, vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles et puis je rappelle, c'est le Valeurs Actuelles de la semaine dernière, voilà, sur la piste d'Émile, l'enquête interdite. Merci à vous.